On va commencer. J'ai des petits points de repère. J'ai parlé avec des gens, puis il y a une personne qui me parlait qu'elle ne savait plus quoi faire au sujet des émotions, si elle devait combattre l'émotion ou la laisser passer indéfiniment, parce qu'il a envie des émotions, puis il n'arrive plus à s'en sortir. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il faut les combattre, il faut les arrêter, il faut les contrôler. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est des maudites questions. Parce que le fait, pour leur répondre complètement à une question comme ça, c'est que chaque individu a une réponse différente. Voilà. Combattre l'émotion, c'est quelque chose d'intéressant, sauf que si on combat l'émotion, parce qu'on est écœuré d'avoir des émotions, donc si on a l'émotion de combattre l'émotion, puis qu'on combat l'émotion par l'émotion, on entretient l'émotion. Si on les laisse aller sans les restreindre, on leur permet de se nourrir à même notre énergie, et on aura toujours besoin de plus en plus d'expressions émotives. Il faut comprendre une chose. L'émotion, ce n'est pas le problème dans l'homme. Il y a des choses qu'il faut expliquer à un moment donné avec un peu plus d'énergie. Mais l'homme est manipulé. Il faudra à un moment donné que ça rentre clairement dans vos cerveaux, parce qu'on ne posera plus de questions dans le genre. Dois-je combattre mes émotions? Non, parce que ce ne sont pas tes émotions, parce que ce sont des émotions qui sont exprimées par le corps. Et ces émotions-là sont des manipulations. On doit combattre les forces manipulatrices, mais pas le résultat des forces manipulatrices. Je vous donne un coup de marteau, alors vous combattez le marteau. Quand tu tiens le marteau à deux mains et que tu le mords, je le lâche, je vais m'en acheter un autre. Puis tant que tu continues à mordre le premier, ben, je te bûche dans l'arrière avec le deuxième que j'ai acheté. On ne peut pas combattre les émotions ne nous appartiennent pas, on vit avec. L'évolution que l'on fait ici, ce n'est pas une évolution psychologique, ce n'est pas une évolution comme on fait dans plusieurs régions, dans plusieurs endroits ou dans plusieurs autres centres, une évolution de support psychologique humain. C'est quoi le problème sur la planète, le manque d'amour? Non! Il y a trop d'amour. Il y en a qui aiment tellement leur auto qui tuent pour. Il y en a qui aiment tellement leurs femmes qui violent les voisines quand même. Il y a parce qu'ils aiment tellement le corps de la femme. Il y en a qui aiment tellement leurs enfants qui détestent ceux des autres. Il y en a qui aiment tellement leur pays qui font la guerre aux autres. Il y a trop d'amour. J'aime tellement tel Dieu que je suis prêt à faire un jidal, une guerre religieuse pour prouver qu'il faut qu'on l'aime. Il y a trop d'amour. Le problème de l'évolution, c'est qu'on essaie toujours d'envisager l'évolution à partir d'un stimuli psychologique. Je disais vendredi dernier que l'homme n'était pas sur la planète Terre pour être heureux. Ça, il faudra qu'on le conserve à un moment donné quelque part chez soi, parce qu'on n'est pas ici pour être heureux. Le but fondamental de l'homme, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la paix, ce n'est pas ces genres de choses. Le bonheur, c'est une méthode, c'est une attitude. La paix, c'est un chemin. L'objectif de l'homme, c'est une liberté inconditionnelle. Il doit devenir instantané à travers une mécanicité temporelle. Être instantané là où le temps existe, seul l'homme pourra le faire. Il va y parvenir en souffrant, il va y parvenir en riant, il va y parvenir de toute façon. Le bonheur est un chemin, une voie, une manière, une méthode. Ce n'est pas un but. L'humain envisage toujours sa maudite évolution psychologique à partir de cette évolution psychologique. Il vit des émotions que son concept mental interdit. Alors il souffre émotivement de la vision de ses émotions. Et l'être humain veut s'en sortir, soit je comprends. C'est correct. Mais l'être humain pose toujours les questions à partir
d'un critère établi qui est faux, celui de la recherche de la paix et du bonheur. Moi, je suis en paix, je suis heureux, donc je suis évolué. C'est faux. Il y a un paquet de caves sur la planète qui ne souffrent pas. Il y en a qui ne sentent pas le pied, fait que mettez le feu après, ils ne sentent pas. Ils vont dire, moi, je suis évolué. Les émotions qui vous achalent, ce sont des symptômes, des moyens de détecter la manipulation, des moyens d'apprendre d'où vient la manipulation, des moyens de comprendre qui manipule, des moyens de connaître votre corps et sa construction. De quelle façon pouvons-nous connaître l'aqueduc de Montréal? En faisant couler de l'eau dedans. L'eau qui coule dans les égouts use les égouts. Mais c'est la seule façon de connaître les égouts. On peut embarquer dans les égouts et cheminer dedans, ça revient au même. Quelque chose doit couler sur les égouts et vos pieds vont user le ciment. De quelle façon pouvez-vous vous connaître étant donné que vous êtes vous-même? Comment pouvez-vous connaître vos yeux vu qu'ils ne peuvent pas se voir? Vous allez me parler du miroir, éliminez le miroir. Dans la psychologie, le miroir, c'est votre femme, votre mari. Vous en avez peur. Alors, si à un moment donné, on a mal à un œil, on découvre une profondeur dans l'œil. On a mal quelque part dans la tête, on découvre que la tête existe. On la voit, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y a quelque chose dedans, à part l'accident, où ce que le cerveau sort? La douleur. Comment pensez-vous que vous allez arriver à connaître la mécanicité qui vous construit? Le rôle de l'homme, c'est d'apprendre. Il doit apprendre qu'il peut apprendre, il doit apprendre comment apprendre, et à un moment donné, il commence à comprendre, et comprenant, il cesse d'apprendre, et comprenant sans apprendre, il finit par savoir. À l'étape actuelle de l'évolution, vous ne pouvez pas savoir tout instantanément parce que le corps n'est pas prêt. Première chose, le corps se transforme vite. Cette mutation peut être douloureuse. Et cette douleur peut engendrer une correspondance au niveau de l'âme, qui créera une incertitude et une insécurité dans l'âme, qui obligera l'âme à vouloir reconfiner le corps à sa mémoire traditionnelle, obligeant l'âme à émettre des hormones, pour obliger le corps à vivre de l'émotion. Et l'émotion vit vécue dans n'importe quelle forme de corps. Si l'émotion semble être pareille, l'ego est convaincu que le corps ne change pas, donc il n'y a pas d'évolution, donc il n'y a pas de mutation. Mes maudites émotions, comment les contrôler? Dois-je les contrôler? Dois-je me suicider? Dois-je les laisser aller? Chaque chose, vous devez apprendre à cheminer avec. Cheminant avec, vous rejoignez la chose. Rejoignant la chose, vous connaissez la chose. Connaissant la chose disparaît. Essayez d'entrevoir l'évolution de l'humanité, l'évolution de votre propre personnalité, comme étant une structure d'école, une conception de leçon. Et vous découvrirez rapidement que de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Vous vivez des conditions, parce que ces conditions-là ont quelque chose à vous apprendre, à vous instruire. Vous gelez des mains, il y a quelque chose à apprendre, ne serait-ce qu'à mettre des gants. Vous devez connaître les limitations de votre condition. Parce que si vous ne connaissez pas les limitations de votre condition, jamais vous ne voudrez surpasser ces conditions. L'émotion, même si elle est une farce astrale, permet de connaître la limitation de cette condition. La souffrance physique permet de connaître la limitation de ces conditions. Et étant donné que l'être humain est suffisamment manipulé, il ne peut pas avoir d'intelligence améliorative. Il ne peut avoir qu'une intelligence adaptative. Et pour cela, il doit souffrir de l'émotion, du plan vital, du plan mental et du plan physique. Et connaissant ses souffrances, il connaît les limitations du corps. Et connaissant les limitations du corps et les limitations de ses conditions de vie, il veut les changer. C'est la souche même de l'évolution. Pourquoi poser la question sur l'émotion? C'est parce qu'on a des émotions. Et on pourrait penser astralement, imbécilement, que oui, mais on a des émotions, mais si on aurait été créé sans émotions, ça aurait été mieux. On est comme on est. Dieu n'a pas créé l'humanité selon un plan défini. J'ai déjà expliqué que toutes les forces de cette création accidentelle se sont opposées les unes aux autres
Et lorsqu'elles ont cessé de s'auto-changer, lorsqu'un équilibre est apparu entre ces forces qui s'opposaient, cet équilibre a été appelé création. Et l'harmonie existentielle de cet équilibre est ce que l'être humain recherche comme étant une divinité créationnelle, une divinité fondamentale, une divinité qui apparemment a été là lorsque la création était là. Et à travers cela, l'équilibre des forces engendre des mécanicités. Ne vous demandez pas quelle est l'intelligence de l'astral, observez l'utilité qu'il a. De quelle façon l'homme arrive à s'en servir. Il faut comprendre aussi que toutes ces phénoménologies de l'évolution, de la création, s'est faite avant même la création de notre planète. La planète, elle a été créée de façon à supporter une condition évolutive ascendante majeure. L'homme dit c'est génial, l'humain. On a un cerveau qui nous permet même de découvrir le métal, le fer, de le faire fondre et d'en faire des automobiles. On a le bronze et le cuivre qu'on a découvert avant, et le plastique beaucoup plus tard. Non. On a inventé un matériel solide qui fondait à une température de bois pour qu'un jour l'homme, faisant chauffer le bois, découvre que ce métal ou cette roche fond. Le fer, non, le fer est trop solide, alors le fer a été organisé pour qu'il fonde à une température plus élevée. Pour que l'homme qui veut avoir une substance métallique plus solide doive travailler son intellect. Et en plus, le temps qu'il n'avait pas la puissance intellectuelle pour supporter la condition du métal ferreux, le fer ou l'acier est beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'homme était encore trop belligérant, il se serait lui-même mutilé, il se serait suicidé, alors il ne découvrait que le bronze. Et tant que l'être humain n'avait pas la psychologie suffisamment évoluée pour découvrir le bronze, il travaillait avec le bois ou la roche. À un moment donné, les pierres qui bougent, les pierres qui cheminent, partaient de l'endroit où elles avaient été créées, dans le sol, et au cours des années, elles migraient vers la surface du sol, amenées et dirigées par les énergies telluriques. Alors, à un moment donné, certaines roches provoquées, vous faites dans le sol, sortaient à la surface, et ça, c'est l'évolution du bronze. En faisant des feux et après les incendies, l'homme a découvert le métal liquide. Le pétrole ne pouvait pas être découvert avant et certains métaux ou certains plastiques qui demandent une température énorme ne pouvaient pas être découverts avant. Ce n'est pas l'homme qui les a découverts. On a créé ces choses-là pour que l'homme s'en serve quand ça va être le temps qu'il s'en serve. Et l'homme, dans son orgueil, pense qu'il crée, qu'il a de l'intelligence. Et il voit toute son évolution partir de ce libre arbitre illusoire. J'ai des émotions, qu'est-ce que je fous avec? Je les contrôle, je les observe, je me tape la tête sur les murs. Je suis manipulé. Contrôler vos émotions, c'est une ridiculité. Contrôler l'expression de l'émotion peut être intelligent. Vous devez non pas contrôler la bave du bébé qui coule, mais contrôler le bébé qui bave. L'expression manipulatrice qui engendre l'émotion doit être contrôlée et non pas l'émotion. Cheminez avec l'émotion, vous rejoignez l'émotion. Rejoignez à l'émotion, vous découvrez tout ce qui a pu engendrer l'émotion. Et découvrant cela, vous découvrez une entité qui est pissou, qui est peureux, qui ne veut pas être connue. Parce que lorsqu'elle est connue, on parle d'elle. Et lorsqu'on parle d'elle, elle se connaît. Et lorsqu'elle se connaît, elle saillit au point qu'elle se détruit. Alors, lorsque l'on chemine avec une chose, on découvre ce qu'est la chose et on découvre ce qui peut créer la chose. Et la chose, pour ne pas se faire connaître, s'éloigne. Cheminant avec l'émotion, l'émotion disparaît. C'est pourquoi on doit faire un travail en partant avec comme principe que l'homme est manipulé, qu'il n'y a pas de libre arbitre total, que l'être humain est un être ascendant qui est autre chose que de la merde ou de la marde, que l'être humain est un être qui a une condition évolutive exceptionnelle, que celui-ci doit vivre pour quelque chose, et que tant qu'il ne connaît pas ce quelque chose, il doit prendre conscience que c'est parce qu'il ne peut pas voir clair, et tant qu'il ne peut pas voir clair, il doit prendre suffisamment de patience ou tolérer son aveuglité pour qu'un jour le temps s'accomplisse où il pourra voir clair. S'il ne voit jamais clair, il mourra. Et s'il meurt en chiolant, il mourra. Et s'il meurt en riant, il mourra. Mais tant qu'à mourir, mieux vaut mourir en riant. L'émotion est l'expression de la manipulation. C'est ce qui vous révèle
que présentement, vous n'avez pas accompli ce que vous êtes dans un langage plus théologique. C'est ce qui vous révèle que vous n'êtes pas parfait. S'il n'y a pas de problème, c'est que tout est parfait. Prenez un tournevis que la tête arrondie. Tant qu'il n'y a pas de vis vissé, le tournevis est impeccable, il est parfait. Qui peut prétendre que le tournevis n'est pas bon? Et foutez-lui une vis. Ah oui, mais là, c'est la souffrance. Pourquoi on n'a pas fait des vis rondes? Pourquoi on n'a pas fait ci? Là? Pourquoi que ci? Pourquoi que ça? Comment on contrôle ses émotions? On ne les contrôle pas, sauf qu'on doit s'arranger pour les restreindre. La personne qui est colérique, qui passe son temps à dire « Oui, mais il fallait que je crie, parce que tu sais, je me sentais... » Fallait pas que tu cries! Fallait qu'à un moment donné, tu cries une fois sur 4, il faut qu'à un moment donné, tu arrives à comprendre, que tu dois aussi empêcher l'expression. Pas pour contrôler l'émotion, pour empêcher le style manipulateur de décider que tu es l'élément, le disciple parfait aux manipulations. On a des personnes qui sont sur une voie de conscientisation extrêmement avancée et qui sont toujours en train de prétendre « Oui, mais il fallait que je le dise! » À un moment donné, il fallait que tu donnes un coup de pied au cul. C'est ce qui va arriver. Fallait que je dise au gars. Ouais, 2 jours après, tu te fais tuer. Fallait qu'il te tue. C'est ça. Contrôlez-vous pas, laissez-vous aller, puis dites qu'il fallait faire. Vous êtes manipulé, contrôlez pas l'émotion. Sachez que lorsqu'il y a une émotion négative ou une émotion conne qui apparaît, il y a quelque chose. Elle est là pour vous enseigner. N'attaquez pas le professeur, allez voir pourquoi le professeur vient vous voir. C'est long, c'est tough, c'est la solution. Restreindre l'expression de l'émotion en sachant qu'on veut restreindre l'expression de manipulation, c'est bon, c'est dur, ça marche. Contrôlez que l'émotion parce que notre maudite émotion veut s'exprimer. Vous travaillez contre vous autres. Il ne faut pas travailler contre vous autres. Il faut travailler contre les autres, contre le manipulateur, contre les forces astrales. Pas contre vous autres. Il y a une personne qui se sent tellement énergisée que pendant la nuit, elle se réveille, puis elle doit fumer. Puis il n'y a rien à faire, elle fume de plus en plus. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. C'est ça. OK. Là, une autre personne qui, quand elle se couche la nuit, elle menfise, elle resconise, puis elle sent comme une sorte de distance vitale entre son corps vital et son corps. Puis elle s'endort avec cette sensation-là. Quand elle se réveille, elle a la même perception, soit la même perception de distance. Puis elle doit remenfiser, puis re-resconiser pour rebalancer. Puis elle se sent un peu déphasée. C'est comme ça, c'est ça que Menfi doit amener. OK. C'est partie de ce que ça doit amener. Mais c'est ça. Il faudra qu'elle apprenne un peu à vivre avec ça, mais ça va se placer, ça va être parfait. C'est que la personne qui trouve c'est drôle, mais toi, fait que je suis malade, je me guéris. Ben oui, c'est ça. C'est sûr, ça marche. Et je me sens insécure, je me sens bizarre. Ben oui, c'est ça. C'est l'ego. OK, il y a à peu près 25 questions. J'ai énormément de questions ici. En passant, les personnes qui ont des symptômes comme ça, c'est vraiment intéressant que vous les foutiez sur un papier, que vous écriviez votre nom, puis que vous donniez ça à l'administration du centre ou au professeur. Parce qu'à un moment donné, on aimerait bien savoir combien il y a de personnes ici qui sont arrivées à comprendre probablement ce qu'il fallait faire. Ça peut être extrêmement utile pour instruire l'astral, ce qui pourrait permettre à ceux qui n'ont pas encore saisi, astralement instruits par les mécanismes du PMC, de pouvoir arriver à y arriver plus rapidement. Quels que soient les symptômes. J'ai donné un cours à un moment donné à des personnes au niveau de Kenvie. Et puis là, une personne me disait, ouais, mais regarde, moi, là, il y a une affaire qui m'arrive, ça fait depuis que je fais le PMC, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, c'est génial, très simple à faire ça, regarde, c'est pas ça. Ah, ben oui, bon. Ça fait combien de temps que ça t'arrive? Ah, ça fait presque 2 ans. Je l'ai jamais dit, ben non, je pensais que c'était ridicule, que c'était pas. OK? Vous savez pas tout à fait ce que vous recherchez. Souvent, on pense que des symptômes ou des choses sont inutiles. Vous avez jamais vu qu'est-ce que c'était un crotte d'aballe et je vous envoie en chercher un dans le bois, vous risquez de chercher longtemps. Puis quand vous allez vous rendre compte que c'est le nom amérindien puis pissenlit, ah ben là, on ne peut pas le ramasser. Bon, c'est la même chose. Il faut que vous parliez de ce qui vous arrive ou de ce que vous pensez qui vous arrive. Et quand une personne vient me voir et me dit, mais c'est peut-être mon imagination. Eh oui, c'est peut-être ton imagination. C'est peut-être pas ça non plus. Mais si tu n'en parles pas, ça restera toujours ton imagination.
On travaille sur d'autres plans. Et d'autres plans, il y a des plans comme les plans astro. L'imagination, c'est la réalité. Vous faites des voyages astrales, vous allez à des places, vous apprenez des choses, vous revenez. Bon, mais peut-être que c'est un rêve ordinaire. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu as appris? Ah, des belles choses. Bon, mais c'était pas un rêve ordinaire. C'est rêve pas rêve dans le monde de la mort, c'est un rêve. Il faut que vous en parliez. Et vous avez des choses intéressantes, escrivouillez-le. Donnez-le. Dessinez, qu'on sache qui. Bon, ben, vas-y avec tes questions, on va répondre vite. Plusieurs mouvements disent que le 16 août de cette année 1987, à l'aube, les maîtres de l'univers vont commencer à descendre sur la Terre. Le site choisi est le Québec, plus précisément Montréal. OK, l'autre question. Moi, je ne ressens pas mes peurs ancestrales génétiques. Par contre, je ne suis pas persuadé qu'il n'y en a pas. Comment puis-je faire pour provoquer une manifestation de ces phénomènes afin de les découvrir et de les explorer? Patience, patience. Qui, de l'autre côté, c'est une curiosité. Est-ce que ça se sait lorsque la peur s'installe en nous? Oh oui. Quel degré d'observation ça prend pour neutraliser la peur? Ça prend de la puissance. Peux-tu nous parler de l'énergie qui arrive aujourd'hui et demain? Posez vos questions comme parle de ceci ou posez une question claire. La réponse à cette question est oui. OK. Là, il dit, que signifie le 40 qui est aujourd'hui? Ça ne signifie pas grand-chose de particulier. Ça peut faire partie de certains égrégores qui ont été menés par certaines écoles traditionnelles à un moment donné. Il y a 3 formes de 40 que l'on peut parler qui se rapportent à ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, il faudrait évidemment savoir de quelle forme on veut parler. Mais de toute façon, ces 3 formes sont des formes qui ont une substance solide pour les écoles qui les ont amenées, mais qui n'ont pas de substance solide pour l'humanité du Québec. Ce n'est pas les feux de l'initiation qui me font peur, c'est la stagnation, l'entropie, l'inertie. Bien que l'évolution ne soit qu'un mot, puisque dans la réalité réelle, elle est déjà accomplie, comment ôter l'illusion qu'on chemine pour révéler qu'on est déjà rendu? L'une des parties de l'initiation est justement de vivre cette stagnation. L'homme doit apprendre à assumer sa solitude. On appelle cela ésotériquement un feu froid. C'est pourquoi il n'a pas l'impression que c'est un feu. Mais ça la démange, ça la consume. C'est un feu froid. Ça fait partie de l'initiation. La mort est toujours un suicide. On copie les autres et on vieillit et on meurt. Parfait, c'est bien, du monde brillant. Si on vivait non collectivement, sans jamais, par exemple, avoir connu la vieillesse et la mort, mourrions-nous et vieillirions-nous? Et là, la réponse à sa question. À moins que la deuxième partie ait été écrite par un autre. Le cerveau droit est universel. Ainsi, tous comprennent la musique, le dessin, etc. C'est faux. Comment se fait-il que le cerveau gauche ne le soit pas? Le cerveau gauche et le cerveau droit ne sont pas universels. Tous ne comprennent pas la musique. Hein? Il y en a qui adorent le rock, il y en a qui le détestent. Il y en a qui trouvent que ça ressemble à du bruit, d'autres trouvent que ça ressemble à de la musique mélodieuse. Et en plus, personne n'a la conviction d'entendre ce que l'autre entend. On est tous reliés au niveau du collectivisme. Le cerveau gauche n'est pas nécessairement un cerveau différent. Le gaucher, c'est son cerveau droit qui est la réplique du cerveau gauche du droitier. Et à travers cela, le cerveau le moins employé, il est simplement moins neuronisé, c'est-à-dire qu'il est aussi neuronisé, mais il est moins axonisé. Il a beaucoup moins de programmation, ce qui lui permet une gestion beaucoup plus lente de l'information régie par le cerveau droit ou le cerveau fort, prendre les termes de la JPN 2. Et nécessairement, la personne a l'impression d'avoir un cerveau qui marche différemment. Étant donné que cette partie du cerveau moins axonisée, moins programmée, moins efficace, arrive moins à vibrer,
Elle sera normalement le siège du plan astral. On appellera donc cela le cerveau émotif, comparativement au cerveau intellectuel ou cartésien, le droit. Mais les deux ne sont pas universels. Ce que j'entends par universel, c'est que les cerveaux ne sont pas conçus exactement de la même façon et ils n'amènent pas à l'âme exactement la même information et ils n'amènent pas au corps exactement la même information, sinon on serait tous pareils. Universel d'une certaine façon, oui. Le cerveau gauche, lui, le cerveau faible, pour en prendre des termes plus ajustés, étant donné qu'il est plus manipulé par les forces astrales, il a plus de connotation avec l'identité réincarnationnelle qui manipulait l'individu au début. Il est moins universel dans ce sens. Et dans l'autre sens, le cerveau fort, le cartésien, est le cerveau qui sera construit par l'éducation et qui sera donc normalement plus universel, étant donné que l'être humain a une biologie suffisamment similaire pour que 2 et 2 fassent 4 dans toutes les langues, tandis que Dieu et Dieu ne font pas toujours bon ménage du côté du cerveau gauche dans toutes les langues. Donc, le cerveau fort devient un symbole de l'universalité du cerveau pour la simple raison que l'éducation moteur de son évolution sera le cartésianisme, les choses terre à terre ou matérielles. Le cerveau faible devient apparemment non universel parce que lui fera référence à une éducation plutôt théologique qui ne peut pas être jugée dans la matière et qui nécessairement sera différente d'une race à l'autre, d'un peuple à l'autre, d'une terre à l'autre. Les deux sont cosmiquement identiques. Si vous développez votre isométrie cérébrale suffisamment, non seulement vous aurez une double puissance pour lutter contre les forces d'évolution, les forces astrales, les forces arimaniennes, lucifériennes, sataniques et les forces de l'anti-homme. Sinon, on a toujours un siège de la manipulation chez soi, un endroit qui marche tellement lentement que finalement on se fait avoir. Elle absorbe plus facilement la vibration astrale plus lente que la vibration mentale. Les deux cerveaux sont universels, les deux cerveaux ne sont pas universels, et dans le domaine de l'âme, dans le contexte de l'âme, sur un point de vue humain ou sur un point de vue cosmico-humain, l'un est universel de par sa programmation et l'autre ne l'est pas de par son éducation. Le passé n'existe plus ou n'a jamais existé. Le passé n'a jamais existé. Quand vous dites que c'est facile de faire que l'univers n'ait jamais existé parce qu'il n'existe pas, voulez-vous dire que l'illusion qu'on en a n'est pas sa réalité ou que réellement il n'existe pas? Il n'existe pas, sauf qu'il existe dans l'illusion. Et l'illusion n'existe que parce qu'elle est là, parce que l'illusion sans elle-même n'existe pas non plus. Pour aborder ce genre de choses, on doit amener des mots un arrière de l'autre qui font culbuter l'énergie mentale de l'humain, de façon à ce que l'humain finisse par ne plus comprendre les mots pour arriver à comprendre ce que les mots veulent transporter. Existe sans exister, donc n'existe pas. Et s'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas là. Et il n'est pas là. Et s'il n'est pas là, est-ce qu'il peut influencer ce qui est là? Oui. Le vide spatial, c'est aussi solide que la matière. Sauf que son temps vibratoire dans cette cristallisation illucide de temporalité fait que chaque fois que des particules subatomiques apparaissent, en même temps qu'elles sont là, elles ne sont plus là. De quelle façon on peut détecter que l'espace vide est plein? C'est en plaçant un électron dans l'espace vide plein. On place un électron et on se rend compte qu'il est perturbé. Par quoi? Par rien. Donc, il n'y a pas rien. L'illusion, la réalité, toutes ces choses sont des jeux de mots sur lesquels on pourra revenir, et ces jeux de mots sont absolument essentiels, elles sont quantiques. Exactement comme des coants. Ils n'ont pas quantique pour les virus. Vous dites que c'est la conscience qui fait exister. Exemple, les stars verticaux pour vous. Avec la conscience apparaît l'omniprésence. Donc, on redevient collectif. Et notre planète est celle de tout le monde. L'existence peut-elle exister en dehors
compte de la conscience qu'on en a. La conscience, c'est l'omniprésence, donc c'est le collectivisme total. Je me réservais ça pour dans 2-3 ans. Alors, effectivement, oui. Plus on se conscientise, plus on devient collectif. Bon, je ne sais pas si la personne qui l'a écrit savait ce qu'elle écrivait, mais en tout cas. Par contre, il y a une nuance entre le collectivisme d'aujourd'hui. C'est drôle, ça me fait rire, parce que, bon, peut-être que le monde du PMC sont plus près qu'on pense, mais en tout cas, il y a des connards qui sortent des choses intéressantes. Bon. Des connards intelligents. Parfait. Le collectivisme supramental, c'est une fusion. La différence qu'il a avec le collectivisme astral, c'est que le collectivisme astral permet l'illusion de l'identité individuelle, alors que le collectivisme fusionnel du plan supramental ou de l'intelligence interdit carrément l'illusion d'être seul ou d'être individuel. Ce n'est pas un collectivisme dans le sens de l'astral, c'est une fusion. Exactement comme lorsqu'une feuille appartient à un arbre, elle appartient aussi à la feuille sur l'autre branche. C'est une entité. Ils ne sont pas en lutte. Chacune de vos cellules est collectivement reliée à votre corps. Et chacune de vos cellules est spécialisée, elle est individuelle, sans avoir l'idée illusoire de son individualité. Et là, elle peut donc bénéficier de la puissance du corps en entier. Ce qui donc ne la fait pas souffrir. Dans la majorité des cas, vous ne pourrez pas comprendre. Je ne dis pas ça pour vous frustrer, je dis simplement qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre ce genre de choses pour l'instant, cela va venir. Les voies de Dieu sont pénétrables, mais à un moment donné, il faut pénétrer avec une hache. Le collectivisme supramental de l'intelligence est un collectivisme fusionnel qui n'a donc, je le répète, strictement rien à voir avec le collectivisme illusoire individuel que nous connaissons présentement. On va y revenir prochainement, il faudra, peut-être à la prochaine conférence du mois, parce que maintenant que les dés sont jetés, il faudra en parler. Il faudrait que tu gardes la question, que tu prennes une note de Richard là-dessus, parce que ce serait important qu'on revienne sur cette chose. Quelle est cette erreur que vous n'appelez pas une erreur? Habituez-vous à comprendre. Tu répètes la question? Quelle est cette erreur que vous n'appelez pas une erreur, qui n'aurait pas dû arriver dans la création et qui est arrivée? Ce n'est pas une erreur dans la création. La création est une erreur. La création n'est pas une erreur, pardon, la création est un accident. Juste un petit peu les mots. C'est un accident, un jour on en reparlera, pas tout de suite. Ça va créer des conflits, des contraintes tellement atroces pour l'ego que je préfère en parler plus tard. Chose que vous devez juste comprendre, c'est que l'homme n'est pas un accident de la création. L'homme est la solution à l'accident. Et ce n'est pas un accident dans la création. La création est l'accident. Dieu fut créé en même temps. Dieu est un accident. Et à travers ce Dieu, une solution apparaît, l'homme. Ça ne vaut pas la peine de se prendre au sérieux, mais ça vaut la peine de savoir. Regardez bien ceci. Posez-vous la question tant que vous voudrez. Oui, mais pourquoi toute cette merde? Ben, il n'y a pas d'explication. Il y a un accident. Bon, ça ne satisfait pas plus, mais ça répond. On va y revenir, on va en reparler, pas immédiatement. Commençons par au moins organiser son ego, son corps, ses corps, pour être capable, à un moment donné, d'en parler clairement. Parce que quand on va en parler, ça ne sera pas clair comme quand on parle. Quand on va en parler, ça sera ésotériquement, paraboliquement camouflé. Pas pour cacher quelque chose. Parce que les mots ne pourront pas transmettre, alors on devra y aller avec un mot en arrière de l'autre qui essaieront, dans l'alliance entre ces mots, de créer une forme qui permettra de comprendre. Et encore là, ce n'est pas tout à fait le temps, ça va venir. J'ai parfois la certitude de tout comprendre. Tout est clair.
et soudainement tout devient brouillard. Le temps m'angoisse et me rend fou. Je ne sais plus si je suis la flamme qui brûle ou celui qui est consumé par la flamme. Que se passe-t-il donc? Honnêtement, la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être conscient, ce sera le temps de poser la question. Vous serez peut-être capable de vous répondre. Quand on pose la question, lorsqu'on revient en bas, vous avez un contact qui amène des mutations. La mutation, elle doit laisser au corps la possibilité de se reposer. Alors le contact, il est coupé. L'ego, il souffre, c'est sûr, c'est la différence de potentiel. Différence de potentiel. J'ai 5 piastres, je le perds, je m'en fous. J'ai tout perdu. J'ai 5 millions, je le perds, je me suicide. J'ai tout perdu. Les deux ont tout perdu. La différence de potentiel fait que pour l'un, ce sera beaucoup plus souffrant que pour l'autre. Alors, lorsque l'ego découvre un contact hautement puissant, et que lorsque le contact se retire, parce que ce n'est pas l'ego qui le dirige, ben l'ego il braille, l'ego il pète, l'ego il rouspète, l'ego il s'amuse, l'ego il crie. Ça anégoïse si on ne crie pas trop. Qu'en est-il au juste des énergies particulières qui se manifestent cette fin de semaine, que certains relient à la fin du calendrier aztèque ou à des mouvements planétaires? C'est à cause que je fais une conférence aujourd'hui. Tant qu'à y être. Il y a des énergies aujourd'hui, puis il y en aura d'autres journées, puis il y en aura souvent. Sauf qu'à un moment donné, il y a une personne ou deux qui ont le filon. Au lieu de savoir les 75 journées de l'année où il y aura quelque chose de puissant, et à un moment donné, ben, ils vont découvrir une de ces journées, ils sont convaincus que là, c'est la fin du monde, là, que c'est extraordinaire, qu'on en parle, qu'on en fait un chial. Non. La fin du calendrier aztèque. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un calendrier? Ça commence quand l'homme décide de commencer un calendrier. En quelle année sommes-nous? En 1987. Donc, ça veut dire que le 1 additionné 1009, ça fait 10, ça fait 1. 87, 8 plus 7, ça fait 15. 15, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. 7, c'est la création. 1987, année de création. Hey, on est dans une année de création. 1987, après la naissance du Christ, le Christ est né 3 ans avant, donc on n'est pas 87, on est à 90, ça fait qu'on recommence tout complet. Les Juifs sont en l'an, je ne sais plus combien. Les Arabes en d'autres années. On est en l'an, disons, 18 de l'ère nouvelle. 8 ans, 9, 9 c'est l'ermite. L'ermite, c'est, bon, je sais s'amuser. Observez. Apprenez à apprendre. Pas juste à poser des questions, mais à répondre. La fin du calendrier aztèque, mouvement planétaire, aujourd'hui. Ça prouve quoi? Ça prouve que l'homme est manipulé. Lisez entre les lignes de ces événements. Ça prouve qu'il y a des énergies égrégoriennes qui fonctionnent, qui arrivent à continuer à consommer les archétypes dans la tête éducative, dans la tête mémorielle de différents individus, et qui arrivent à un moment donné à donner un cue, une information à un individu pour qu'il commence à le donner à tout le monde. Ça prouve qu'il y a des puissances qui manipulent les choses. Ça ne prouve pas que le 16 de août, il faut se garocher quelque part pour aller aux toilettes. Ça prouve simplement que sur la planète, il se passe des choses. 1979, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour, il fallait que ça arrive. Ça n'a rien à voir avec les chiffres. Observez et lisez entre les lignes. Essayez de comprendre d'une façon plus planétaire les choses. Et vous verrez que votre compréhension, votre vie même va changer. On comprend toujours d'une façon nombritique, en se regardant le nombril. Essayez d'avoir une réponse du point de vue cosmique. Elle sera peut-être comique dans le début, mais elle amènera une diffusion, une augmentation de votre faculté de conscience. À quoi sert la journée? Pas la journée. Quelle est toute la mécanicité qui fait que les gens voient cette journée-là comme étant privilégiée? Vous savez que si je décide que demain matin, le 17, sera une journée exceptionnelle et que je l'annonce à la radio, cette journée sera exceptionnelle. Parce que la conscience collective, ça marche.
Et si cette journée, je l'aperçois dans les archétypes traditionnels et que je la diffuse, ça marchera encore plus. Mais ce n'est pas à cause du chiffre. 16 ou 8, symbole de mutation, symbole de perfection dans la matière. 16, 7, création dans la perfection de la matière. Oui. Mais lundi, je peux vous en sortir autant et aussi bonne. Mardi aussi. Il se passe des choses. Il va s'en passer de plus en plus. Il faut cesser d'être atterré toute fois qu'on voit un chevreuil. Il en vient tout un clan. Vous comprenez? Il y a un chevreuil qui vient. On veut prendre des photos absolument, on n'a jamais vu ça, il faut qu'on le conserve dans la maison. Il y en a des millions qui s'en viennent. Tu vas en voir toute ta vie, tu vas en vomir des chevreuils. Prends pas de photos, ça vaut pas la peine. Mais présentement, l'humain, il décide que là, c'est exceptionnel. C'est pas exceptionnel, merde, c'est normal, il va en avoir de plus en plus. Alors, il faut qu'on cesse de s'attacher à ce genre de choses. Je ne parle pas nécessairement pour vous autres, je parle aussi pour l'astral. On y va. 1987, c'est l'année du taureau, l'année des banques. 88, Gémeaux, l'intelligence. Donc, on y va. Dans quel but les extraterrestres inséminent-ils des terriennes massivement depuis les années 40? Recommence plus lentement. Dans quel but les extraterrestres inséminent-ils des terriennes massivement depuis les années 40? Dans quel but les extraterrestres fourrent-ils les terriennes massivement depuis 1940? En québécois, oui. Les extraterrestres. Ou les terrestres extra? Alors, eux autres, ils inséminent pour avoir des enfants intéressés. Premièrement, il faut comprendre qu'il y a plus de 10 000 enfants américains qui sont enlevés chaque année par des contingences extraterrestres. On a beau mettre le photo sous les peintes de lait, il y en a un paquet qui ne reviendront pas. Les adultes, c'est la même chose, mais c'est surtout les enfants. Ces hosties d'extraterrestres essaient d'engendrer une race qui pourra les recevoir parce que ceux-ci sont en phase d'involution et certains de ceux-là ont découvert que l'humanité était la race qui était la seule qui pouvait supporter l'intelligence, la seule en phase d'ascension. Et nécessairement, ils enlèvent les enfants de façon à les programmer à les recevoir eux-mêmes. Et nécessairement, ils vont inséminer artificiellement plusieurs femmes, et c'est un fait, pour pouvoir être reliés dans une certaine forme de génétique éthérique aux enfants de ces femmes. Ça va créer des humains qui seront extraterrestrement extraterrestres, qui vont, pendant un laps de temps, avoir la faculté d'évolution. Et certains parmi ceux-là viennent simplement nous aider, alors que la majorité viennent simplement essayer de se sauver. Il y aura quelques-uns de ces extraterrestres qui vont venir dans l'humanité, simplement pour pouvoir communiquer d'une façon plus rapide avec l'humanité certaines choses. Ces extraterrestres-là n'ont présentement communiqué avec personne. Lorsqu'ils communiqueront, ils seront dans des corps biologiques, ils n'iront pas dire à quelqu'un que je suis extraterrestre. Voici ma carte. Fais ce que je dis. Non, ils feront simplement ce que les humains feront. Et ceux qui ont des contacts. C'est intéressant. Ces enfants auront-ils quelque chose à faire avec l'humain nouveau anégoïsé? Pas tous, comme je l'ai dit, mais quelques-uns, oui. Auront-ils accès ou entreront-ils en contact avec l'énergie supplémentaire? Si l'homme le veut, oui. Peux-tu expliquer et expliciter? Oui. Le feras-tu? Vous allez apprendre l'autre question. PS, est-ce un travail semblable, toute proportion gardée à l'intervention de la race adamique chez l'Homo erectus? Similaire, mais en beaucoup plus petit nombre, parce que c'est à l'inverse. À l'époque de la race adamique, l'humain avait besoin. Et à l'époque d'aujourd'hui, l'extraterrestre a besoin. On appelle ça l'échange d'énergie. Lorsque le diamant était en train de s'éroder, on l'a placé dans l'homme.
Maintenant que le diamant a été poli, on veut venir le chercher. Sauf que le porteur du diamant restera l'homme, étant donné qu'avant même que l'extraterrestre le possède, c'est l'homme qui l'avait. L'homme a pris son diamant, l'a donné à l'extraterrestre, l'homme s'est terrestrifié et est devenu un animal. Rendu à l'époque de la race lémurienne, disons à l'époque de la race adamique, les porteurs du diamant reçus de l'homme, pensant bien que le diamant leur appartenait, sont venus et l'ont donné à l'homme. L'homme l'a reçu et l'homme ne le re-rendra pas. Et l'extraterrestre voudra venir le rechercher. Enfance et adolescence vécues dans un climat de violence. Ces patterns ont tendance à se répéter dans ma vie en ce moment. Pourquoi? Parce que les leçons qui ont été ou qui auraient dû être comprises ont été oubliées, perdues, dévitalisées. Alors, on doit donc apprendre. Comprendre toute notre vie d'une façon anémotive. Tout ce qui arrive a une raison d'être. Alors, il faudrait comprendre la raison d'être. Pas ce qu'on se tous les fois, bon, mais quelle leçon que la balle de baseball qui s'en vient sur mon nez a à m'apporter. Mais observez la mécanicité des choses. C'est l'ordre mécanique et non pas la chose. Ce n'est pas l'automobile qui vous fonce dessus que vous devez observer, c'est la mécanique qui vous permet d'être là quand ça passe. La mécanique, l'écosystème, ce qui gère l'évolution de l'humanité. Observez la mécanique. L'enfant qui brasse deux produits ensemble, deux produits chimiques ensemble, il observe la couleur. S'il veut comprendre, il devra se foutre de la couleur et observer la mécanique qui engendre la réaction chimique. Et là, il pourra la contrôler et en faire quelque chose. Comment se fait-il que dans l'accident que j'ai eu, je sois le seul qui a été blessé? La mécanique. Le temps. Qu'est-ce qui t'a fait à ce soir-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? La mécanique. Et ne cherchez pas la symbolique, bout de code, c'est pas une symbolique, c'est une leçon. Ce n'est pas une leçon intentionnelle, c'est une obligation d'apprendre. La pluie, elle enseigne quoi à l'homme? Elle enseigne à l'homme que l'homme doit se mettre à l'abri de la pluie. La pluie n'est pas intentionnelle, la pluie ne veut pas enseigner à l'homme, mais l'homme devra apprendre. Chaque fois qu'il pleut, si l'homme se demande quel est le symbole de la pluie, ce n'est pas un symbole. Essayez de comprendre que la symbolique, elle est là pour conserver de l'énergie au niveau mémoriel, au niveau égrégorien. Le symbole est un transporteur d'énergie. Le symbole n'est pas un maître, ce n'est pas un libérateur, ce n'est pas un instructeur. Celui qui arrive à libérer la connaissance d'un symbole peut en acquérir l'énergie. OK. Mais on ne doit pas passer son temps à vouloir comprendre la symbolique d'une chose par l'apprentissage intellectuel du symbole. Que veut dire telle chose? Que veut dire ceci? Quelle est la symbolique de cela? Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est un peu la même chose, on recherche le symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que ça contient. Ça ne veut rien dire, ça dira ce que vous voulez que ça dise. C'est qu'est-ce que ça contient énergétiquement que l'on doit savoir. Et pour le savoir, on doit le boire. Pour le boire, on doit le vivre. Pour le vivre, on doit l'initier. Et en s'initiant la chose, lucidement, on le boit. Et ça ne revient plus. Qu'est-ce que symbolise telle chose? Non. Qu'est-ce que contient telle chose? Qu'est-ce que contient tel événement? Je revis des patterns du passé. Pourquoi? Mais pas pourquoi moi, pourquoi cosmiquement, pourquoi évolutivement. C'est parce que vous êtes resté pogné avec vos stress du passé, ça n'a foutrement rien à voir, maudit. Il y en a plein qui se m'ont magané toute leur jeunesse et qui vivent heureux aujourd'hui. Non. Pourquoi? Mais pourquoi cosmiquement? Dans quelle situation écologique suis-je placé? Et pas pourquoi Dieu, pourquoi cela? Pourquoi la chose m'arrive et la réponse est des conditions écologiques. Comprenant les conditions écologiques, on peut changer la chose. Mais pas pourquoi dans le sens d'une intention. Et souvent, lorsqu'on pose la question pourquoi ça m'arrive, on recherche une intention. Comme s'il y avait toujours quelque chose de brillant,
qui jouissait de vous regarder travailler, de vous faire souffrir ou de vous rendre heureux. Parce que l'être humain du passé disait pourquoi Dieu fait cela. Et lorsque Dieu nous pue au nez, on dit pourquoi ça arrive. Mais le pourquoi recherche toujours une intentionnalité émotive. Cosmiquement, qu'est-ce que ça contient? Et pas pourquoi on me l'envoie. On ne vous l'envoie pas, c'est mécanique, ce n'est pas intentionnel. En rapport avec onde de forme, pyramide, géodésique, peux-tu élaborer? Oui, je peux élaborer. Peux-tu le faire? Oui. Élabore. Question? OK. Je trouve que ce serait utile si tu pouvais donner des conférences spéciales plus longues, équivalent en temps au PMC+. La personne serait prête à payer 50 $. Elle n'a pas l'idée d'échange d'énergie, mais en tout cas, il y a des conférences qui vont commencer et ça va demander certaines qualifications des personnes d'ici. Ça s'adresse au PMC, à part quelques exceptions. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Elles vont durer plusieurs heures. Elles vont durer jusqu'à temps que le sujet que moi, je considère le sujet clos. Et ça va se terminer vers 2-3 heures du matin. Et il y a des possibilités que ça ne coûte pas grand-chose. Mais les gens devront faire un travail en échange. Pas un travail au centre, un travail énergétique. Celui qui évolue et qui avance. Il paye son tribut. Les conférences spéciales vont aussi être prolongées, les conférences du mois, d'ici peu, je ne dis pas quand. Elles devront se faire peut-être après le souper, on ne sait pas trop, de façon à pouvoir finir. Et on verra à s'arranger au niveau de la journée ou de ceci ou de cela. Et peut-être qu'elles se feront encore l'après-midi, ça dépendra des gens et elles pourront se finir plus tard. À un moment donné, ces conférences vont durer beaucoup plus longtemps que 3 heures. Ce n'est pas encore le temps. Mais ça va venir. Il y a de plus en plus de questions qui me font vibrer. Ça me nourrit. À un moment donné, on va répondre plus longtemps. Paquet de questions, peux-tu, c'est pas aussi vite qu'une conférence. Bon, vas-y. Peux-tu... C'est des farces. L'autre question? Non, c'est des farces. Honnêtement, l'autre question. Au cours du dernier PMC+, j'ai senti que mon cerveau s'était mis à synthétiser de l'endorphine. Je ne savais plus où j'étais, j'avais l'impression d'être un peu partout. Quelle est la différence entre celui qui synthétise ses propres drogues et celui qui se drogue avec des champignons, etc.? Une énorme différence. L'endorphine est une substance qui ressemble à la morphine et qui a des caractéristiques à peu près similaires. La personne, elle avait l'impression d'être un peu partout. L'endorphine de son cerveau est une gestion intelligente qui permet à son système d'avoir un contact avec des plans un peu supérieurs. Et la nuance qu'il y a, c'est que le cerveau lui-même, le corps, ne vient jamais droguer de ses propres drogues. Donc, ce ne sont pas des drogues. Narcotique peut-être, mais pas de drogue. Il n'y a pas de stimuli qui finissent par engendrer des habitudes. Deuxièmement, ces drogues, ces hormones, ont comme fonction la mutation du cerveau et en même temps l'instruction de l'ego. C'est tout à fait normal que l'humain, en même 6 ans, on fabrique des drogues. Alors, il est évident que lorsque la conscience s'expand, on en fabrique aussi. Mais on appelle cela des drogues parce qu'on fait un parallèle avec les drogues extérieures. Il n'y a aucun rapport. N'importe quand, la personne, dans le début, elle apprend à fonctionner avec. Mais à un moment donné, si le feu aurait pris, elle aurait été tout à fait lucide, réveillée et impeccable. Elle aurait pris de la morphine, mais serait restée là, à même pas comprendre ce qui se passe. Elle aurait pensé que l'initiation par le feu est puissante. Alors, il y a une immense différence. On peut aller chercher le même état et instantanément être dans un autre état. Avec les drogues conventionnelles, on a le bad trip, on a toute la panoplie de manipulation corporelle, de dégradation corporelle, le coup, le ceci, le cela, et on ne peut pas s'en sortir lorsque l'on veut s'en sortir. Souvent, je comprends instantanément un événement et dans le doute, je vérifie dans mes mémoires pour voir si ça se peut. Et effectivement, oui. Est-ce que, parce que ça fait partie de mes mémoires, c'est le mental qui logifère sous celle-ci pour comprendre? Et combien plus vite roule le mental que l'ego? Je veux dire,
en fréquence. Ça dépend du mental, ça dépend de la pensée, ça dépend du neurone, ça dépend de la conduction, ça dépend de l'interférence de l'âme, ça dépend de l'interférence de certaines enveloppes chérubiniques, ça dépend de la qualité des séraphins, ça dépend de plusieurs choses. Mais disons qu'elle vibre mauditement plus. J'ai de la difficulté à dormir depuis quelque temps. Je suis tendu. Il y a toujours un bourdonnement dans mes oreilles, surtout le soir et la nuit. Ça me réveille. On dirait un bruit de maringouin. J'ai l'impression que ça pique partout. Qu'est-ce que c'est? Peut-être des maringouins. J'ai expliqué à un moment donné que le double éthérique qui était en constitution, même s'il était à peine commencé, s'il voyageait quelque part sur la planète à la recherche d'une région tellurique qui l'attirerait, cela occasionnerait des problèmes dans ce genre aux individus. Et ce qui, à un moment donné, obligerait aussi l'individu à carrément déménager pour rejoindre son double éthérique. L'individu n'est pas nécessairement obligé de déménager, sauf que le double étant là, le double est à la recherche de quelque chose, et à un moment donné, il peut revenir, et il peut ne pas revenir. Cela peut engendrer des maladies, cela peut engendrer des allergies, et normalement, cela engendre le fait que la personne normale, on l'oblige à rester réveillée, elle devra finir par changer quelque chose. Elle peut changer le mobilier de sa chambre, elle peut changer l'ombre de forme de sa maison. On en a parlé dans une conférence du mois. On en a parlé aussi dans Attention aux ondes de forme, conférence régulière. Alors la personne peut peut-être se référer un peu à ce genre de choses pour avoir une réponse peut-être plus ample. Est-ce que j'existe plus jeune si l'univers est rétroactif? On existe avec le même âge que l'univers, du point de vue universel. On existe de plus en plus jeune du point de vue de l'homme, même si l'homme marche à l'envers avec le temps, et on n'existe pas du point de vue cosmique. Mon double aura quel âge physiquement? Le temps n'existe pas. Il y aura donc l'âge que tu voudras qu'il ait. Puisque, là je comprends pas la phrase, puisque c'est le, elle avait dit qu'est-ce qu'Ariman? On connaît la réponse. Puisque c'est le terque qu'on doit rencontrer, quel sera son rôle vis-à-vis de nous? On va parler de ça, surtout au niveau PMC+, parce qu'on doit prendre plus de temps et plus d'énergie pour aborder ces choses, parce que sinon les gens vont partir avec des informations incomplètes et avec suffisamment pas d'énergie pour arriver à comprendre complètement. Ahriman, c'est quelque chose de puissant, et ça a le rapport un peu avec l'anti-homme. Mais on va y revenir dans des conditions qui vont mieux me plaire. Dans le Nord, c'est déjà beaucoup mieux. Et en prenant le temps pour s'énergiser convenablement. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec les forces à Ahriman? Question, mais je ne vais pas nommer le nom. Il y a des gens qui travaillent avec Ahriman, mais ce n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Comment peut-on perdre de l'énergie, comme perdre la vue graduellement, en faisant un travail ésotérique, quand on sait fort bien intérieurement que l'on est tout à fait neutre en faisant ce travail, qui n'est qu'intéressant et intelligent pour soi et pour les autres? C'est bien chiant, l'évolution, mais un maître aveugle, ça peut être utile à faire comprendre à ceux qui ont des yeux et qui ne voient pas, que ceux qui n'en ont pas peuvent mieux voir. Ce n'est pas nécessairement en relation avec ce que l'on fait. Vous ne savez pas encore ce que vous-même vous voulez faire. Et ça peut être un passage temporaire. Si pendant un laps de temps, toute la gestion de la perception des yeux doit être transférée de place dans le cerveau, il y aura une perte de la visualité, de la vue. Et il y a un paquet de raisons qui peuvent amener une personne à perdre la vue, à perdre l'ouïe ou à perdre autre chose. Un jour, évidemment, elle retrouvera tout cela et même plus. Chacun a une expérience différente à vivre de par sa génétique, de par son phénomène réincarnationnel et de par ce qui est nécessaire d'être accompli à l'échelle de la planète. J'ai dit que vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit à votre vie, mais que votre vie peut changer radicalement.
On a besoin d'un humain pour aller du côté mauvais. Ça va être qui? N'importe qui. Êtes-vous déterminé d'avance? Non. Puis quand c'est le temps que c'en soit un, il y en a un qui y va. Vous ne pouvez pas rien empêcher, mais si vous comprenez un jour vibratoirement ce qu'est la tente active, on ne vous enverra pas là où vous n'avez pas à aller. Vous ne pourrez rien changer, mais tout changera. Que se passe-t-il quand on n'a plus de questions? C'est-à-dire que On n'a plus de réponse. la personne est là, puis elle n'a absolument aucune question à poser. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune question qui lui vient. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a des gestions intelligentes et énergétiques au niveau de sa conscience. Et sa conscience amique ainsi que sa conscience neuronique n'est pas présentement suffisamment adaptée ou programmée pour pouvoir arriver à mettre des mots, à mettre une coloration astrale sur ce travail. Alors, nécessairement, elle n'aura pas de questions réfléchies dans sa conscience amique, même s'il y a un travail. Si elle s'observe convenablement, elle va voir qu'elle chemine, qu'il se passe quelque chose quelque part. Mais elle n'a rien à dire, rien à mettre, rien. Mais si elle observe, elle va se rendre compte qu'elle vit en maudit quelque chose. Mais c'est simplement parce que ça se passe à un niveau où elle ne peut pas le réfléchir au niveau de l'âme. C'est tout, il reste 2 minutes. Vendredi prochain, les miracles de l'amour intelligent. Ça peut faire bien des choses. PMC+, l'anti-homme. Et on recommence le programme Être contrôleur d'ici une semaine ou deux, le temps de finir des locaux, de tout vous rencontrer. Et des choses qui vont s'accomplir. Comme je disais vendredi, sortez par les portes.